nyakubahwa First Lady, ba nyakubahwa bagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, ba nyakubahwa bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, ba nyakubahwa batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, namwe rubyiruko mwaturutse muri kaminuza za hano mu mujyi wa Kigali, tubifurije ikaze muri ibi biganiro. Jewe nitwa Jean Damascene Gasanabo, nk'abandi bo muri CNLG. Abumva abakoresha ururimi rw'icyongereza for English, Channel 1 up. Ikiganiro kiraza kuyoborwa na Madame Dominique Selis, umukonsultante mu bijyanye no kwigisha indimi na filozofiya. Nk'uko twabibabwiye ku itariki ya 14 Mata, CNLG yifuje no gusanga urubyiruko aho ruri muri kaminuza, haba muri Kigali ariko no hanze ya Kigali mu zindi ntara, kugira ngo nabo urwo rubyiruko aho ruri mu mashuri nabo bamenye bumve ibyo abanditsi b'Abanyarwanda banditse kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri kaminuza cyangwa se reka tuvuge muri campus, kuko nka kaminuza y'u Rwanda ifite campus zitandukanye, ariko nko muri campus 41 duteganya kujyamo, ubu tumaze kujya muri campus 20. Wakwibaza uti kuki se ari nkeya kuri 41? Nuko abanyeshuri muri iyi minsi ishize bamaze iminsi mu bizami, ubu ngubu bamwe barabirangije abandi barimo kubirangiza, ku buryo izo kaminuza zose, izo campus zose uko ari 41 zose aya mezi 3 azarangira tuzigezemo kandi tuganire nabo. Nk'urugero, Honorable Mugesera yagiye muri UNILAC hano Kicukiro, Albert Tosh yagiye muri Akira Institute, natanga urundi rugero ni Padiri Laurent Rutinduka yagiye muri East African University muri Nyagatare, Felicite Byamukuru yagiye i Rubavu muri UNILAC, no ULK Rubavu. Hanyuma komiseri wa polisi Daniel Nyamwasa azajya muri kaminuza y'u Rwanda i Huye ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 6. Ikigaragara nuko urubyiruko aho tugeze rwitabira cyane ibi biganiro, bakabaza ibibazo bitandukanye kandi byubaka, ubona koko bafite inyota yo kumenya no gushaka kumva neza amateka y'iki gihugu. Avant d'entrer dans la discussion avec les panélistes, nous invitons Son Excellence Madame Jeannette Kagame, la première dame du Rwanda, à nous adresser son mot de circonstance. Votre Excellence, la première dame, la parole est à vous. Merci. Aux habitués du café littéraire, aux nouveaux amis, bien sûr aux panélistes, bonsoir à tous. Je suis heureuse de pouvoir vous adresser ce mot de bienvenue, car, comme vous avez dû vous en rendre compte, je suis une inconditionnelle de ces cafés littéraires qui élargissent nos horizons en tant que lecteurs, mais également parce que je trouve essentiel d'encourager les organisateurs à continuer cette activité qui enrichit la vie de notre ville et de notre pays. Mais surtout, je suis heureuse de prendre la parole pour accueillir et saluer le parcours de nos 3 panélistes que je connais personnellement et que j'apprécie. À commencer par Jean Damascene Bizimana. Jean Damascene Bizimana a apporté à sa fonction de secrétaire exécutif de la Commission nationale de la lutte contre le génocide une érudition
une éloquence qui ne se sont jamais démenties. À chacune de ces allocutions publiques, qui sont fréquentes, heureusement, il a approfondi la compréhension de son auditoire par la précision des faits qu'il énonce et la clarté de ses propos. Et par ailleurs, comment oublier Albert Toche, venu avec le regretté Philippe, son co-auteur, du livre Traqueurs de génocidaires, qu'ils avaient tous deux souhaité me présenter lors de sa parution. J'ai été passionné par leur récit de la chasse aux génocidaires réfugiés dans différents pays et qui se croyaient à l'abri de la justice. La façon dont les pays hôtes choisissent de gérer les dossiers de ces criminels d'exception en les poursuivant ou pas, est au cœur du thème de ce café littéraire et des discussions qui en découleront, notamment sur les positions ambiguës et même parfois très dangereuses qu'une absence de poursuite judiciaire révèle. Comme le disait Wole Soyinka, ce grand auteur nigérian, lors d'une interview en 1994, tout le monde s'était ému du sort des gorilles du Rwanda. Mais on laisse se perpétuer un massacre. Aujourd'hui, nous devons parler de l'extermination d'êtres humains, parler d'une espèce menacée, parler des Tutsis. Fin de citation. Merci, Monsieur Toche, d'être de ceux qui ont choisi de parler, de faire partie de ceux qui tiennent à apporter leur éclairage quant aux questions de reconnaissance ou de négation du génocide sur la scène internationale. Enfin, un grand merci, tout spécial à André Twahirwa, acteur incontournable de la réflexion sur l'histoire du Rwanda et en particulier de la reconnaissance internationale du génocide des Tutsis. Permettez-moi aussi d'ajouter qu'il fut aussi un professeur, mon professeur, lorsque j'étais étudiante au secondaire, en secondaire au Burundi, et qui fait partie de ces enseignants qui ont marqué mon éducation de façon durable. Et je suis sûre que je parle pour plusieurs, dont certaines sont dans la salle. Je veux donc profiter de cette occasion pour le remercier et lui dire à quel point je garde un souvenir précieux de cette rencontre maître-élève. Je le remercie également d'avoir pu aménager son horaire pour que je puisse assister à ce café littéraire. Je suis certaine que cette soirée et ces trois orateurs exceptionnels vont encore une fois retenir notre attention et attiser notre intérêt pour la lecture continue de leurs ouvrages respectifs. Je vous souhaite une agréable soirée. murakoze nyakubahwa First Lady ku magambo meza kandi atwubaka mutugejeje. Atugezeho abatumirwa baza kutuganirira. Bonsoir tout le monde. Madame la Première Dame, merci. Chacun de vous dans le respect de vos titres, de vos qualités et de votre vécu. Chers amis, alors je pensais présenter notre équipe de choc, les trois panélistes, mais Madame la Première Dame l'a déjà fait. Donc je vous propose de rappeler le thème de notre rencontre, même si le docteur Gassanabo l'a rappelé puisqu'il a parlé de du précédent café.
Donc aujourd'hui, le café littéraire d'aujourd'hui, donc il y en aura 3, celui du mois d'avril, ce mois-ci et le mois prochain, dans le cadre des commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis. Donc ce café-ci porte sur la reconnaissance internationale du génocide perpétré contre les Tutsis. C'est une résolution de l'ONU de janvier 2018, c'est-à-dire il y a exactement 4 mois, et la dénomination officielle est maintenant le génocide de 1994, de 94, c'est la même chose, hein, le génocide de 1994 contre les Tutsis du Rwanda. Alors, on peut se demander pourquoi se questionner sur un tel sujet au point d'en faire un café littéraire. La première raison d'organiser une rencontre de ce type, c'est d'informer tout le monde bien sûr, mais la jeunesse en particulier, sur l'état de la question. Et informer sur l'état de la question ici au Rwanda, c'est aussi transmettre l'histoire du pays. Et qui dit transmettre l'histoire du pays, dit aussi s'approprier cette histoire. Il est important aussi que aujourd'hui, les jeunes Rwandais sachent que l'information est au pays, que nous avons des auteurs, Albert Toche par exemple, le docteur Bizimana, qui a écrit, je vous présenterai le livre, enfin je vous le montrerai, qui a écrit une somme complète sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, en ce compris en Kinyarwanda. Je ne vous lirai pas le titre en Kinyarwanda, je promets. Alors, pour deuxième aspect important de cette rencontre, donc informer sur l'état de la question, aussi ouvrir un débat, animer la vie intellectuelle et culturelle, comme disait la Première Dame, sur des questions qui nous engagent tous, nous qui vivons ici au Rwanda, nous qui sommes rwandais, et ou nous qui sommes en lien avec des Rwandais, nous approprier cette question parce que derrière la nomination, derrière la qualification de ce qu'ont été les événements de 94, il y a l'immense question du négationnisme. Alors, en 2 mots, le format de cette rencontre, mais bien sûr, on s'adaptera à ce que la salle voudra. Nous proposons le panéliste va parler quelque chose comme 45 minutes. Il y aura une série de questions du public et en fonction des demandes, on affinera les questions et les uns et les autres développeront. Alors, je vais inviter les panélistes en vous disant que Dr Bizimana va surtout nous rappeler la définition de ce que c'est le crime de génocide selon la législation internationale. Il va aussi s'attarder, il va rappeler comment avant le génocide, avant le 7 avril 1994, les grandes puissances, États-Unis, France, Belgique, d'importantes ONG, beaucoup de diplomates qui étaient en poste ici, des journalistes internationaux, etc. L'information existait, le risque de génocide était connu, était dans certains cas documenté, et donc on va se demander qu'est-ce qui fait que malgré cela, eh bien, le génocide est advenu, et malgré le génocide, malgré tous les travaux, malgré le positionnement de l'ONU, malgré les travaux du TPIR, eh bien encore aujourd'hui, il y a un négationnisme. Donc, ce sera plus l'aspect que développera le docteur Bizimana. Il nous éclairera de son savoir de juriste. Il a promis de le rendre accessible. Alors le docteur Twahirgwa va nous parler de l'importance des résolutions de l'ONU. Toutes ces résolutions se trouvent sur Internet, en ce compris en anglais, mais le docteur Twahirgwa va les illustrer, donner des exemples, et aussi, lui qui vit en France, qui est le président d'honneur de la communauté française, de communauté rwandaise en France, va pouvoir nous donner des exemples concrets de négationnisme qui se sont passés, qui se passent maintenant. Enfin, Albert Toche va nous parler de son expérience au TPIR. Il a
il a fait partie de l'équipe du team qui traquait les génocidaires pendant 10 ans et à la fin, c'est lui qui gérait cette équipe. Donc, messieurs, je vous invite à venir. Allô? Ça marche? Vous entendez? Ah, ok. Alors, nous allons commencer. La première question, elle est pour vous, docteur Bizimana, c'est de faire le point sur la définition de ce que c'est un crime de génocide selon le droit international. Après, je vous demanderai peut-être, docteur Bizimana, d'enchaîner immédiatement sur la connaissance que nous avions avant le 7 avril 1994, la connaissance que nous avions sur les risques de génocide. Je vous demanderai d'enchaîner parce qu'il y a un lien direct, me semble-t-il, entre cette définition et les risques. Je vous en prie. Merci beaucoup. Madame Festredi, nous sommes très reconnaissants de vos encouragements et nous vous assurons aussi que nous allons continuer sur cette lancée. Et immédiatement pour passer à la question que vous me posez, Dominique, il est très important de comprendre la spécificité du crime de génocide. Parce que justement, ce qui nie le génocide refuse de reconnaître la nature spécifique de ce crime. Il s'agit de quoi? Le génocide est défini par une convention internationale du 9 décembre 1948 et elle est reprise dans beaucoup de législations de plusieurs pays, y compris celle du Rwanda. Le génocide est alors caractérisé par deux aspects essentiels. Un, c'est un crime, bien sûr, un crime commis dans l'intention. Donc, le génocide suppose l'intention. C'est très important, parce qu'il existe des infractions non intentionnelles. Le génocide suppose donc l'intention. Alors, l'intention de faire quoi? Ça, c'est deux. De détruire en tout ou en partie un groupe qui appartient à quatre aspects. Un groupe soit ethnique, soit racial, soit religieux ou national. Donc, il faut que l'intention de détruire en tout ou en partie le groupe corresponde à un groupe qui est soit national, soit religieux, soit racial ou ethnique. Ça signifie que s'il y a un groupe qui est détruit, s'il n'appartient pas à ces quatre catégories-là, il ne s'agirait pas d'un génocide. Ça peut s'agir d'un crime contre l'humanité, d'un crime de guerre, d'un assassinat, mais ce n'est pas un génocide. Pour vous donner un exemple, il y a, par exemple au Rwanda, vous savez qu'au Rwanda, il y a des hommes politiques qui ont été tués en même temps que l'extermination des Tutsis. Ce groupe politique, l'extermination de ce groupe politique ne peut pas être un crime de génocide parce qu'il n'entre pas dans les quatre catégories spécifiées par la Convention sur le génocide. Donc retenez ça, je crois que c'est simple. Il suppose l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe qui appartient à ces quatre catégories-là que j'ai citées. Et donc ça c'est l'élément essentiel. Je crois que je reviendrai beaucoup plus spécifiquement lorsque j'évoquerai le génocide perpétré contre les Tutsis. Maintenant, s'agissant de la deuxième question, de dresser un peu le tableau général de la situation telle qu'elle était présente au Rwanda avant la période de 1994, avant avril 1994, ce que je peux souligner d'emblée, c'est que le génocide qui a été commis à partir du 7 avril 1994
en tout cas, n'a pas surpris. Elle a peut-être surpris les populations civiles, mais elle n'a pas surpris les grandes puissances ni un certain nombre d'États. Je vais tâcher de vous donner quelques exemples précis, pas tout. J'ai pris par exemple 3 dépêches de l'ambassade de France qui datent d'octobre 1990. Vous voyez, donc 4 ans avant le début du génocide massif. Par l'attaché de défense à l'ambassade de France à Kigali, le colonel Galinier. Donc, il adresse une dépêche d'abord à son ambassadeur et puis qui est transmis à la présidence française et aux instances de renseignement militaire français. Alors, cette dépêche du 13 octobre, je prends un tout petit verset, il dit ceci: les paysans Hutus, organisés par le MRND, ont intensifié la recherche des Tutsis dans les collines et des massacres sont signalés dans la région de Kibirira au nord-ouest de Gitarama. Le risque, comprenez bien, le risque de généralisation déjà signalé de cette confrontation paraît ainsi se concrétiser. Donc, dès le 13 octobre, l'attaché de défense à l'ambassade de France à Kigali parlait déjà d'un risque de généralisation des massacres qui visent les Tutsis. C'est bien spécifié. Et 2 jours après, le 15 octobre 1990, il y a un autre dépêche qui est adressé au président Mitterrand par l'ambassadeur de France à Kigali. Alors, cette dépêche, elle a dit ceci: la population rwandaise d'origine Tutsi pense que le coup de main militaire a échoué dans ses prolongements psychologiques parce qu'il n'a pas obtenu des résultats assez rapides pour prévenir la mobilisation des Hutus contre la perspective de retour de l'ancienne monarchie. Elle compte encore sur une victoire militaire grâce à l'appui en hommes et en moyens venus de la diaspora. Cette victoire militaire, même partielle, lui permettrait d'échapper au génocide. C'est-à-dire que là, l'ambassadeur de France au Rwanda, le 15 octobre 1990, parlait déjà de l'existence, de la perpétration d'un crime de génocide. Vous voyez, c'est déjà connu de par cette dépêche même de l'ambassadeur de France. Une dernière dépêche, c'est la dépêche du 19 octobre. Donc je n'ai pris qu'une semaine. 19 octobre 1990, c'est deuxièmement une dépêche encore du colonel Garnier qui dit ceci: il existe des possibilités de déclenchement de graves exactions à l'encontre des populations Tutsis de l'intérieur, qui seraient soit spontanées, soit directement encouragées par les plus durs du régime actuel, jouant ainsi leur va-tout. Donc vous comprenez, même s'il n'utilise pas l'expression génocide, il parle de l'existence d'un plan de massacre généralisé à l'encontre des Tutsis et qui sont organisés par les durs du régime. Alors, pour conclure, en 1998, il y a eu ce qu'on appelle la mission Kiles. C'est une commission qui a été introduite par le Parlement français. Et dans cette commission, on a interrogé l'ancien ambassadeur de France à l'époque, en 1990, donc qui a rédigé certaines de ces dépêches-là, Monsieur Martre. Voici ce qu'il dit à la commission, à la mission Kiles, en 1998. Il dit ceci: le génocide était prévisible dès cette période, en 1990. Certains Hutus avaient d'ailleurs eu l'audace d'y faire allusion. Le colonel Serubuga, chef d'état-major adjoint de l'armée rwandaise, s'était réjoui de l'attaque du FPR qui servirait de justification au massacre des Tutsis. Le génocide, donc, pour la deuxième fois, le génocide constituait une hantise quotidienne pour les Tutsis. Vous voyez, Martre, il reconnaît que déjà, en 1990, le génocide était prévisible. Et il répète, il explique que ce génocide-là, pour les Tutsis,
c'était devenu une hantise quotidienne, c'est-à-dire la peur de tous les jours. Vous voyez donc que les diplomaties occidentales, là je n'ai repris que les dépêches françaises, c'est la même chose pour les dépêches belges, c'est la même chose pour les dépêches de l'ambassade des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Ils étaient tous au courant des mêmes informations. Alors, pour arrêter rapidement, un dernier aspect, c'est qu'au courant de l'année 1993, il se passe 3 actes importants. Le premier, c'est une commission d'enquête constituée par 5 ONG internationales qui effectuent une enquête au Rwanda entre le 7 janvier 1994 et le 21 janvier 1994. Donc, 93, pardon. Donc, une enquête de 3 semaines, 7 au 21 janvier 1993. La commission est dirigée par M. Jean Carbonari, que la plupart d'entre vous connaissent. Elle publie son rapport en mars 1993. Mais avant la publication de son rapport, Jean Carbonari, lorsqu'il retourne en France, le 28 janvier 1993, il va à la télévision France 2, qui est une grande chaîne de télévision, à l'émission des informations de 20 h, à l'heure de grande écoute. Alors, voilà ce qu'il dit dans cette émission-là, et il l'a dit en larmes, il pleurait. On revoit encore ces images. Jean Carbonari, il dit ceci. Il y a l'ampleur et la systématisation des massacres de civils au Rwanda, des affrontements ethniques qui relèvent d'une politique organisée. L'implication du pouvoir est frappante, jusqu'à un niveau élevé dans ce génocide, ce crime contre l'humanité. Nous insistons sur ces mots. Ça, c'est Jean Carbonari qui le dit. Dans cette émission-là, on a montré les images de charniers, de Ruhengeri et de Bigogwe que l'équipe d'enquêteurs avait visité. Et vous voyez bien qu'il pose la question du génocide dans la même émission. Et lorsque le rapport est publié, en mars 1993, je vous l'ai dit, les Nations Unies sont choquées. Et ils désignent une équipe d'experts. L'équipe d'experts est dirigée par un Sénégalais, Bakr Warindiaye. Et Bakr Warindiaye, il vient au Rwanda pendant un mois avec son équipe et il publie un rapport le 11 août 1993. Et dans ce rapport, il est aussi clairement posé la question du génocide et de l'existence d'un plan de génocide. Voici la conclusion de ce rapport qui a été transmis à l'ONU. Le rapport du 11 août 1993 dit ceci. La population Tutsi est la cible d'attaques et de massacres à grande échelle menés par des éléments des forces armées rwandaises, des autorités administratives et des milices du MRND et de la CDR. Cette théorie pose clairement la question du génocide. Donc, vous voyez, je m'arrête là. Je peux continuer vraiment toute une série de documentations qui montrent que déjà entre 1990 et 1993, le plan de génocide, l'existence des risques de génocide sont connus dans toutes les instances internationales. Merci. Merci, Dr Bizimana. Alors, on revient à la question de la qualification de l'ONU en janvier 2018. Je vais m'appuyer sur ce que vous venez de dire, la définition juridique du crime de génocide, avec les 3 éléments que vous avez rappelés, mais sans doute qu'il faudra revenir dessus, comme vous l'avez dit. Donc, 3 éléments, l'intention, la planification, le groupe ciblé. Donc, vous voyez dans ce que le docteur Bizimana nous rappelle, tous ces éléments-là étaient déjà présents avant le 7 avril. Compte tenu de ce que vous venez de rappeler, docteur Bizimana, je vais demander à me tourner vers André Touaïdgoua pour lui dire, Mzé, vous vivez en France, je ne pense pas me tromper si je dis que le grand concepteur de la théorie du double génocide, c'est en France. Je vous poserai 2 questions. Une première, si vous voulez bien, de rappeler ce que ça signifie la théorie du double génocide. Et je fais un lien en vous demandant, alors aujourd'hui, que peut-on attendre concrètement de la résolution du 20 janvier 2018, ou de la résolution début janvier 2018, alors que dans cette résolution, on parle du génocide de 94
contre les Tutsis du Rwanda, mais vous voyez bien que dire le génocide de 94 pose question, puisque nous savons tous que le crime a commencé au minimum en 90. Donc je me résume. Pouvez-vous définir, suite à ce qu'a dit Damascène Bizimana, la théorie du double génocide, et en partant de là, continuer en nous disant ce qu'on peut attendre concrètement de la résolution de janvier 2018 signée à l'ONU. Merci beaucoup. Je commence par dire merci, parce que c'est la première fois que je prends la parole devant un public aussi distingué, surtout bien de chez nous, parce qu'en général, je parle devant un public qui est de là-bas. Et je remercie surtout Madame la Première Dame, parce que ce que vous avez dit, c'est mieux que tous les diplômes que j'ai reçus. Merci beaucoup. Franchement. Et je ne peux pas oublier ça, c'est une fierté, c'est un honneur. Et je ne peux pas, évidemment, vous avez cité effectivement d'autres personnes que j'ai eues, j'en vois deux autres. Et c'est une fierté et un honneur que vous m'avez fait. Et je vous demande tous de l'applaudir, de le remercier. J'espère avoir une cassette, enfin un morceau, pour que je puisse le faire entendre à mes enfants, mes petits-enfants à Paris. Alors, moi, effectivement, avant je voudrais commencer par dire une chose, c'est que nommer mon sujet, en fait, c'est le sujet entre quel est le rapport entre terminologie sur le génocide et négationnisme. Et quel est le rapport de la lutte, de l'utilisation de bonnes terminologies pour, effectivement, combattre le négationnisme. Avant, je voudrais vous dire, enfin, j'ai pensé pour vous dire, effectivement, en tant que linguiste, je suis très sensible à la façon de nommer. Nommer, notre matière première, c'est les mots. Langage, évidemment, c'est les mots. Et j'avais pensé vous dire pourquoi nommer, c'est important. Pourquoi nommer, c'est important. Et je voudrais évoquer avec vous un rituel qui est très ancien, Kuitizina. Alors, je ne sais pas si c'est encore pratiqué. C'est pratiqué pour, effectivement, Kuitizina, les gorilles, les Ingadi. Mais je rappelle ce que c'est. Ça veut dire le 8e jour après la naissance, le père de l'enfant le prenait dans ses mains, l'élevait et lui donnait un nom. Il n'y avait pas d'état civil à l'époque. L'état civil, c'était le papa. Il reconnaissait l'enfant. Quand on dit à quelqu'un, effectivement, je te nomme, toi, Hiroua, c'est reconnaître que l'enfant, c'est ça. Donc, nommer, c'est faire exister. Faire exister, ça veut dire aussi longtemps qu'il n'est pas nommé par le père, n'existe pas à l'état civil. Et bien nommé aussi, c'est faire exister pleinement. Vous savez qu'en Kinyarwanda, on dit Kuitanabi, Kuitanabi. Dans l'adage, Sonha Kwanga, Kuitanabi. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Il y a des gens qui s'appellent effectivement Senhuro, Sehene, Musega, Kajangwe, etc. Et pourquoi est-ce qu'on nommait effectivement comme ça? C'est que si le père de l'enfant le nommait comme ça, c'est que pour lui, il n'existait pas, pour la mort plutôt. C'est comme s'il n'existait pas quelque part parce que la mort était là, il ne pouvait même pas le voir. Donc, la façon de nommer traduit quoi? Il traduit la façon de voir les choses, la façon d'appréhender ce qu'on nomme. Je voudrais commencer par une petite, pour répondre à votre question, un incident. C'était entre 2007 et 2012. C'était le 7 avril. On commémorait le génocide contre les Tutsis. Et monsieur le ministre Kouchner envoie son chef de cabinet, je crois, pour porter une couronne. Et il était inscrit sur la couronne en mémoire des victimes du génocide rwandais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit non. On a dit, ce n'est pas possible qu'on accepte une couronne avec une telle inscription. Il est reparti. Et il est revenu avec une inscription du genre, je crois que c'est ça, en mémoire des victimes du génocide de 1994. C'est-à-dire qu'il n'avait pas mis, encore une fois, ce qu'on demandait, c'est-à-dire des victimes du génocide contre les Tutsis. Et à l'époque, on disait des victimes du génocide des Tutsis.
Ça montre quoi? Ce n'était pas un oubli. C'était pas un oubli, c'était volontaire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, à l'époque, on ne voulait pas désigner les victimes. Et comme le docteur Bizimana l'a dit, c'est important les victimes. Nommer les victimes, c'est important. Et si, pour répondre à votre question, effectivement, c'est que d'où ça vient, c'est très simple. Vous savez qu'à la France, pendant le génocide, on parlait de massacre interethnique. Vous voyez ce que c'est? Ce n'est pas des massacres des Tutsis, c'était le massacre interethnique. C'est-à-dire les Tutsis tuaient les Hutus, les Hutus tuaient les Tutsis. Et c'était officiel. C'était officiel. À l'Assemblée nationale, dans les médias, c'était ça. Et quand le génocide enfin a eu... parce que le génocide, évidemment, on a fini par voir que c'était un génocide. Juste après, 1995, on a posé une question à Mitterrand, François Mitterrand, et on lui a dit, génocide rwandais, on lui a posé une question sur le génocide rwandais, et qu'est-ce qu'il a dit? Lequel? Lequel, ça veut dire, pour lui, il y en avait deux. C'est là le début, c'est vraiment le terreau, c'est le pays du double génocide. C'est-à-dire, c'est pas, il y a des victimes de deux côtés. C'est pour vous dire encore une fois combien c'est important de nommer et de bien nommer ce qui s'est passé pendant les années 90-94 au Rwanda. Alors, je ne sais pas si je continue avec une autre anecdote, la résolution elle-même. Bon, alors, moi j'ai écrit sur cette résolution du 26 janvier 2018. Pourquoi est-ce que je l'ai saluée? Tout le monde devait la saluer d'ailleurs. C'est qu'enfin, une instance, c'est peut-être même l'organe suprême des Nations Unies, nommé par son nom, ce qui s'est passé, ça veut dire un génocide contre les Tutsis. Et il ajoutait d'ailleurs un petit détail qui est, bon, on va peut-être y revenir après, parce qu'il y avait un petit A, un petit B. Il rappelait aussi que pendant ce génocide, des Hutus, des opposants, ils ne disent pas modérés d'ailleurs, avaient été tués. Donc il distinguait ceci, il distinguait entre le génocide contre les Tutsis et des Hutus et d'autres personnes qui avaient été tuées à cause de ça, parce qu'ils y étaient opposés. Alors quel est l'intérêt de cette résolution? C'est que quand même l'organe suprême des Nations Unies, après, on compte les années, 24 ans à peu près, avait nommé, donc ces 93 pays qui composent les Nations Unies, avaient nommé par son nom ce qui s'est passé au Rwanda pendant les années 90 et 94. Alors, je ne vais pas vous... Peut-être je vais attendre de me poser une autre question. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il y a eu, encore une fois, toute une série de résolutions de l'ONU. Il y en a eu, je crois, 6 sur le génocide contre les Tutsis. La première ne nommait même pas, le mot génocide n'apparaissait pas. La première, 1994. Vous savez, la résolution qui créait l'opération turquoise, il n'y a même pas le mot génocide qui est prononcé. Et il a fallu, je crois, c'est l'année 2003 plutôt, pour que le mot génocide soit prononcé par la résolution du 23 décembre 2003, à la veille des 10 années des commémorations du génocide. Et c'est là le mot génocide, dans une résolution. Je vais dire, il avait été nommé bien sûr ailleurs, dans des textes des États, des ONG, des commissions, etc. Mais c'est la première fois qu'on nommait le mot génocide. Et ça veut dire 2003, 15 années après, on a ajouté, 15 années après, on a précisé génocide contre les Tutsis. Je voudrais, pour terminer, peut-être en attendant parce que les conditions dans lesquelles il a été, les conditions dans lesquelles cette résolution a été votée. En fait, il n'a pas été voté, il a été adopté sans vote parce qu'il y a l'unanimité. Donc, il y a eu des réserves de certains pays. Les États-Unis ont posé la question, pourquoi est-ce qu'on va revenir sur un texte ancien? Pourquoi est-ce qu'on va revenir sur un texte ancien? Le représentant de l'Union européenne a dit ceci, il ne faut pas oublier, il voulait que la journée internationale de réflexion sur le génocide contre les Tutsis
soit changé en journée internationale de réflexion sur le génocide contre les Tutsis et des Hutus. C'est ce qu'ils voulaient. Pour vous dire quoi, encore une fois, des résistances, toujours, et pourquoi, évidemment, comme on dit, le négationnisme n'est pas une opinion, c'est un crime. Et à qui profitait le crime, évidemment? Le génocide, plutôt le négationnisme, profitait à qui? Il profitait à ceux qui avaient trempé dans ce génocide, au premier rang desquels, évidemment, la France. C'est eux qui traînaient, c'est eux qui faisaient des obstructions pour que le génocide ne soit pas appelé, ne soit pas nommé, et surtout ne soit pas nommé génocide contre les Tutsis. Alors, juste pour terminer sur ce point, je me dis toujours, pourquoi est-ce qu'on doit se rappeler? Pourquoi est-ce qu'on doit en parler aujourd'hui? Parce que si on n'en parle pas, c'est comme si, effectivement, on oubliait une chose, c'est que la communauté internationale nous a laissé tomber, nous a oubliés, et cela nous apprend une chose, c'est que, évidemment, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. C'est une leçon qu'on doit transmettre. Si on ne fait rien, c'est pas les mêmes vont nous laisser tomber. Donc, je crois que c'est ça l'essentiel. C'est que ce qu'on doit retenir, c'est que si on nous a laissé tomber une fois, une deuxième fois, ça se passera aussi. Donc, c'est vraiment ce que je tenais à transmettre comme message, c'est que nous a laissé tomber pendant des années. On n'a même pas voulu nommer les faits par leur nom. Donc, il ne faut pas compter sur... Vous savez, en Kinyarwanda, on dit « Akimuhana Kazimvuri Hisse ». C'est pour vous dire, on peut évidemment avoir des amis, on peut avoir des alliés, mais il faut d'abord compter sur soi-même. Je vous remercie. Merci André Touahirgua. Je vais le lire devant tout le monde parce qu'il y a quelque chose que je veux vous dire depuis 2-3 jours et chaque fois ça m'échappe à propos de la question de nommer. Le philosophe Albert Camus disait ne pas nommer les choses ou mal les nommer, c'est ajouter au chaos du monde. Voilà. Je voulais vous dire, j'oubliais. Alors, je m'appuie sur ce que vous dites. Donc, l'importance de nommer, parce que mal nommer, c'est avec, dans le cas du génocide, c'est s'exposer directement à la négation. Je me rends compte que pour le moment, on n'a pas encore défini ce terme. Je vais le définir rapidement sous le contrôle du docteur Bizimana. Donc, dès qu'il y a crime de génocide, le crime étant tellement monstrueux, pendant l'exécution même du génocide, la négation se met en place. Alors la négation, et c'est ça qui est dangereux, et c'est pour ça que je vous relançais sur la question de la théorie du double génocide. La négation, ce n'est pas simplement, si je puis dire ainsi, ce n'est pas simplement nier, c'est minimiser ou c'est banaliser. André Touahirgua, je vous laisserai tout à l'heure illustrer avec les exemples français, Natacha Polony, etc. Donc voilà, cette question-là nous renvoie au négationnisme. Alors, dans ce que vous dites, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Donc, la théorie du double génocide qui fait fureur, si j'ose dire, en Europe en tout cas, en ce compris auprès de la jeunesse de la jeunesse rwandaise, toute confondue, en ce compris par exemple des enfants de rescapés, c'est que cette théorie a ceci de dangereux, qu'elle reconnaît le génocide perpétré contre les Tutsis et qu'elle met dos à dos l'extermination des Tutsis avec ce que les négationnistes appellent les crimes du FPR ou les crimes de guerre, c'est-à-dire qu'ils mettent dos à dos l'extermination et ce qui a été fait pour arrêter cette extermination. Et j'ajoute, parce que personnellement, ça m'énerve beaucoup, la France qui a mis au point cette technique oublie que eux, après la guerre 40-45, quand les Alliés ont bombardé plusieurs villes d'Allemagne, dans ces villes que les Alliés ont bombardées, il n'y avait pas un seul militaire, il n'y avait pas un seul SS, il n'y avait pas de militaire qui dépendait de l'autorité nazie.
c'est-à-dire qu'ils ont entièrement bombardé des civils. Mais vous voyez, ce qui se passe en Europe, ce n'est pas la même chose qu'ici. Je dis ça avec un peu d'amertume. Alors, je continue sur donc, théorie de double génocide. On a un peu approfondi. Vous avez développé par rapport à la culture rwandaise Kwitizina. Albertoche, je vais peut-être un peu vous embêter maintenant et vous demander, par rapport à l'expérience que vous avez du TPIR, le mot expérience est peut-être un peu mince. Nous savons que dès le 2 septembre 1998, à l'occasion du jugement de Akayesu, si je ne me trompe, le TPIR a reconnu comme fait de notoriété publique le génocide perpétré contre les Tutsis. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Et aussi, quel est le sens de la création de ce tribunal? J'avance déjà ma question parce que plus tard dans la discussion, je voudrais un peu revenir sur la question du financement. Mais je me rends compte, avant de vous donner la parole, j'avais promis de vous présenter les livres, j'ai oublié. Docteur Bizimana, pardon. Voilà, vous saurez tout s'il y a des choses que vous ne savez pas encore. Ça, c'est le livre écrit, publié par le docteur Bizimana en 2014. Il est archi complet. Alors, ceux qui seraient découragés parce qu'il est écrit en français, il est écrit en Kinyarwanda, il paraît c'est très bien écrit. Je parle du Kinyarwanda, le français, je vous le confirme. Alors, en ce qui concerne le livre écrit par Albertoche et Feu, le journaliste Philippe Brewes, qui était un ami du Rwanda, je parle de Philippe, qui avait écrit un livre pour parodier l'infâme Pierre Péan. Philippe Brewes avait écrit un livre dont le titre c'est Noir et Blanc Menteur, pour parodier Noir Fureur et Blanc Menteur de Péan. Et puis Albertoche et lui ont écrit ce livre. Je vous lirai probablement tout à l'heure un petit extrait. Comme vous avez l'auteur sous la main, si vous me permettez cette façon de parler, je voudrais vous dire qu'en plus d'apprendre une foultitude de choses sur le fonctionnement du TPIR, Albertoche et Philippe Brewes ont recontextualisé la naissance, les débats, parfois plus que les débats lors de la création du TPIR. Ils expliquent aussi que finalement les cibles ne sont pas les mêmes pour le TPIR et le gouvernement rwandais. Ils expliquent la difficulté d'une traque. Déjà, ils expliquent ce que c'est qu'une traque. Et aussi, puisqu'on parle ici de génocidaires, je ne sais pas comment les qualifier, voilà, des grands génocidaires, il explique aussi les crimes qu'ils ont commis. Donc Albert, à toi, est-ce que tu peux nous parler de comment, dès le 2 septembre 1998, le TPIR reconnaît de façon absolument publique qu'il y a eu génocide? Merci Dominique. On m'entend bien? Oui, ça va. Oui. Voilà, donc on m'a déjà présenté et la première dame m'a gentiment aussi présenté en ayant montré beaucoup d'intérêt pour le livre que je suis sûr lu parce qu'on avait eu l'occasion effectivement de le offrir à sa sortie avec le regretté Philippe Brewes. Quelques mots d'abord pour vous dire pourquoi on a écrit ce livre. Je suis belgo-rwandais. J'ai travaillé 11 ans au sein de ce tribunal. Et après 11 ans, quand j'ai terminé donc, mon tour là-bas, j'ai trouvé qu'il fallait apporter cette petite modeste contribution au souci du devoir de mémoire pour commencer. Et puis aussi peut-être un peu réhabiliter un tribunal qui a été pas toujours bien perçu, à juste titre, parce qu'il y avait des critiques qui étaient tout à fait fondées. Mais j'ai voulu un peu le réhabiliter aussi en faisant connaître peut-être le travail dans l'ombre d'une équipe d'enquêteurs dont j'ai eu la chance de faire partie et de raconter aussi 10 ans de ma vie passée à traquer les génocidaires. Alors, pour nous, ça n'a jamais été, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Dès le début,
les avocats généraux avec lesquels on a travaillé, l'accusation, ça a toujours été clair et il y a eu des briefings qui ont été faits parce que tout au début, les enquêteurs étaient, disons, ils venaient un peu de toutes les nationalités, de tous les pays, donc certains débarquaient pas toujours avec des intérêts nécessairement, je dirais, les plus nobles, donc il fallait vraiment bien leur expliquer de quoi il s'agissait, donc là, ça a toujours été clair. Et d'ailleurs, les premières arrestations qui ont eu lieu en mars 1996 au Cameroun, où il y avait 12 génocidaires, dont le fameux Théoneste Bagosora, eh bien là, il y avait ces 12 arrestations qui étaient vraiment la première victoire majeure. Et de tout temps, en tout cas chez nous, il n'y a jamais eu de doute à ce sujet. Je pense que c'était quelque chose qui était tout à fait constant. Alors, traquer, oui, traquer, mais Dominique disait tout à l'heure que nos cibles n'étaient pas les mêmes que les cibles du gouvernement. Si, quand même, parce que les génocidaires, ça reste des génocidaires. Mais la différence, c'est que nous, on avait donc établi des task force sectorielles, c'est-à-dire qu'on avait une section qui s'occupait des membres du gouvernement génocidaire, une section qui s'occupait des militaires, une section du clergé et une autre section qui s'occupait des cadres de base, donc les bourgmestres, les chefs Inheramwe, et c'est comme ça qu'on répartissait le travail. Alors le travail du tracking, le tracking team, arrivait après parce qu'il fallait que des actes d'accusation soient établis. Et au total, il a été établi 90 actes d'accusation. Et sur les 90, on a quand même réussi à arrêter 85 personnes. Dont des pions majeurs de la planification du génocide, des gens du gouvernement donc, de transition. Donc, le premier donc, je dirais, important du gouvernement qui a été jugé, c'est Jean Kambanda, qui était en fait le premier ministre à être jugé par un tribunal. Hein. Voilà, donc... on en verra plus tard, peut-être. Maintenant, je pense qu'on pourra passer à d'autres questions, mais tout à l'heure, je vous parlerai aussi des contraintes et difficultés que nous avons rencontrées pour arrêter tous ces gens, et surtout des protections, aussi bien au niveau des États que d'autres protections plus occultes. Je proposerais, si tu veux bien, de nous parler du financement, parce que c'est vrai que 85 personnes arrêtées, c'est beaucoup, sur 90 chefs d'accusation. Pour moi qui n'y connais rien au droit et au fonctionnement de la justice, je trouve qu'en 12 ans, avec les budgets dont nous avons eu connaissance, je ne veux pas t'offenser, mais ça me semble un peu. Si je compare par exemple à l'efficacité du gouvernement rwandais, qui avait à s'occuper de la reconstruction physique, morale, matérielle du pays et ce que le tribunal a fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler du financement et des contraintes? Alors, peut-être pas tout, parce que ça prend une partie du livre, mais dans le livre même, vous expliquez, Philippe et toi, avec des détails, la difficulté de quand vous êtes après 94, comment c'était. Je pense ne pas me tromper en disant que tu as été conseiller du ministère rwandais de la justice de 96 à 98. Tout ça est très bien expliqué dans le livre. Alors, pourquoi 85 arrestations avec un après-procès? Mais ça, c'est encore autre chose. Pourquoi si peu finalement en 10 ans? C'est même plus qu'en 10 ans. Cette question a été très souvent posée et c'est une question pertinente, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on ignore concernant pourquoi autant de moyens et si peu de résultats. La première chose d'abord, c'est que le tribunal donc, avait des enquêteurs. Ces enquêteurs n'avaient qu'une compétence très limitée puisque la plupart des génocidaires que nous recherchions étaient tous évidemment partis, ils avaient fui dans d'autres pays. Une première opération, je vous l'ai dit, c'était au Cameroun. Une deuxième opération a eu lieu à Nairobi, qu'on a appelée Opération Naki. Et ces deux opérations ont fait que ceux qui restaient donc encore en liberté
se sont éparpillés vraiment dans, je dirais, quasi dans le monde entier. Hein. Et généralement, ils choisissaient des endroits où il était difficile d'accéder pour des raisons diverses, parce que c'était des zones de guerre, ou alors parce que c'était des pays qui protégeaient ces gens-là. Les cas les plus célèbres, on les connaît, c'est le cas de Nguira Batouare, qui était au Gabon, qui avait même reçu des facilités pour créer une école là-bas, et qui avait même un passeport diplomatique qu'il avait reçu de la propre fille du président de l'époque. Il y a le cas de Piranha qui lui a mis ses compétences militaires au Congo. Par après, il a été au Zimbabwe. Donc ces gens avaient beaucoup de protection, ça c'est évident. Alors quand on dit beaucoup d'argent, c'est vrai, beaucoup d'argent. Je pense qu'on est arrivé à presque à 20 milliards sur le temps qu'a duré le tribunal. Mais il faut savoir aussi, bien sûr, que quand on parle de ce budget, on croit que c'est un budget qui a été utilisé pour poursuivre les génocidaires. Non, non, non. Cette question m'a été souvent posée lors des réunions que j'ai eu l'occasion, auxquelles j'ai eu l'occasion d'assister, notamment lors des réunions Interpol. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que le système du tribunal est un système un peu hybride qui est basé sur la common law, où la défense et l'accusation ont les mêmes droits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, enquêteurs, lorsqu'on avait établi un dossier bien ficelé avec acte d'accusation, etc., la défense avait accès à ce même dossier et pouvait donc systématiquement commencer à démolir ce dossier en engageant ses propres enquêteurs, en engageant ces gens, parce que ces gens qui étaient accusés, c'est des gens qui forcément se déclaraient toujours indigents, bien sûr, et donc qui se payaient les meilleurs avocats du monde, qui n'étaient pas toujours meilleurs peut-être en droit, mais en tout cas pas dans les intentions. On pense au célèbre avocat Philips, on pense à d'autres avocats belges et canadiens, Vincent Lucien, etc. Mais ces gens, donc, à mon grand étonnement, un jour, je me retrouve dans la cour du tribunal et je me retrouve devant un collègue avec lequel j'ai travaillé en Belgique. Je dis, Pierre, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as été engagé au TP hier? Non, 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 moi j'ai été engagé par la défense. On va vérifier que vos enquêtes ont été bien faites. Donc ça veut dire que le budget énorme qui a été utilisé, je dirais autant, si pas plus, par la défense que par l'accusation. Et ça, c'est le système, malheureusement, hybride du tribunal qui veut qu'on a considéré tous les génocidaires comme des indigents, même des gens qui avaient de l'argent se sont déclarés d'office indigents. Et alors, on a eu ce phénomène que ce budget était vraiment utilisé. Bon, bien sûr, il y avait aussi des gens qui avaient peut-être intérêt à ce que le tribunal dure le plus longtemps possible, parce que c'était tout un système, évidemment. Bon, voilà. C'était un peu ça le problème. Merci. Alors, il y a aussi ce que tu nous avais déjà expliqué dans le passé, que ce soit les enquêteurs, les avocats, etc., quand on avait lu le livre, quand tu avais présenté le livre avec Philippe, d'expliquer aussi que Arusha se trouve géographiquement un endroit très intéressant et que les enquêtes très intéressant sur un plan touristique et que les enquêteurs n'avaient pas nécessairement envie d'être très rapides puisque il y a la possibilité de faire des excursions, etc. Donc tout ça est repris aussi dans le livre, qui prend un certain nombre de pages. Les enquêteurs à la défense. Oui, je ne parle pas de vous, bien sûr, Philippe, je ne parle pas de vous. Alors, avant de poser une question impossible aux deux docteurs ici, le docteur Bizimana et le docteur Twailwa, il y a une petite phrase que je voudrais vous lire dans le livre de Philippe Rewes et Albert Tosh. Je précise qu'il s'agit de la préface qui a été confiée à Louis Michel, qui a été très longtemps ministre des Affaires étrangères pour la Belgique, qui a été aussi commissaire européen et qui se qualifie lui-même comme ami des Africains. Alors voici, donc c'est lui qui a fait la préface, et voici ce que cet ami des Africains écrit. Il félicite nos deux auteurs, il reconnaît la responsabilité de la Belgique dans l'extermination des Tutsis. Il rappelle comment le Premier ministre belge en 2000 a présenté ses excuses. Il rappelle beaucoup de choses. Mais voici néanmoins ce qu'il écrit.
je prends la phrase en entier, les auteurs ont aussi le grand mérite de braquer à nouveau les projecteurs sur ce dernier génocide du XXe siècle que, le temps passant, nos consciences occidentales ont quelque peu tendance à oublier. Comme une piqûre de rappel, ce travail de mémoire est donc indispensable. Donc, les consciences occidentales ont quelque peu tendance à oublier. Voilà peut-être une raison pour laquelle nous devons nous réapproprier cette histoire aussi. Alors, en m'appuyant sur cette phrase de Louis Michel, et tout ce que Philippe Brewes et Albert Tosch ont pu raconter, la question impossible que je voudrais vous poser, Dr Bizimana et André Twairgwa, compte tenu de ce que tous les deux vous avez dit, vous, Dr Bizimana, en rappelant la définition du crime de génocide au niveau du droit international, vous, Dr Twairgwa, à propos de l'importance de nommer, et de ce que nous savions avant le 7 avril 1994, la question impossible est la suivante. Pourquoi alors les résolutions de l'ONU qui reconnaissent le génocide perpétré contre les Tutsis, pourquoi finalement ne sont-elles pas suivies des faits immédiats? Pourquoi malgré tout ce travail qui est fait, toutes ces personnes d'excellence, que ce soit dans chacune des grandes puissances qui résistent, mais qui ont néanmoins des intellectuels, parfois des journalistes, des hommes politiques qui vont essayer de résister, pourquoi, malgré tout, cette résistance? Et en toile de fond, peut-être la question du négationnisme. Alors, c'est une question que je qualifie d'impossible, mais peut-être que vous pouvez nous donner des éléments pour enrichir notre réflexion. Merci. Je ne sais pas, Dr Bizimana? Bon, il y a plusieurs types de réponses qu'on peut donner. Il y a des réponses d'ordre politique, d'ordre économique, mais je crois que s'il y a un refus de reconnaître la vraie qualification du génocide commis contre les Tutsis, il y a d'abord des motifs politiques. Je vais commencer par là. Parce que le génocide commis contre les Tutsis entre dans l'histoire, dans une longue histoire du Rwanda. Et toute l'idéologie qui a été à la base de ce génocide vient de loin. Il y a donc des intérêts de la part de ceux qui ont d'abord introduit une idéologie qui a engendré le génocide. Et là, je vais parler de grandes puissances, notamment la Belgique, qui avait la tutelle du Rwanda. Donc, il y a des acteurs qui ont introduit cette idéologie au Rwanda depuis 1957 et dans les années suivantes. Et ces gens-là sont encore actifs. Donc, ils ne veulent pas voir que le régime qu'ils ont appuyé, que la politique, la mauvaise politique qu'ils ont créée, que l'idéologie qu'ils ont introduite, même si elle a abouti au génocide, ils ne veulent pas tellement s'en désolidariser. Donc, il y a ceux qui ont évolué dans cette logique-là. Deuxième élément, toujours d'ordre politique, c'est qu'il y a maintenant des États. Des États qui ont malheureusement soutenu un régime politique qui est devenu criminel et finalement génocidaire. Et ces États ne veulent pas totalement reconnaître leurs fautes, leurs erreurs, voire même leur complicité. Et en voulant nier leur complicité, ils nient exactement les faits, ou bien ils déforment la nature de ces faits. Et je pense très sincèrement que c'est la combinaison de ces facteurs, surtout politiques, qui font que certains hommes politiques des États puissants refusent la vraie qualification parce qu'elle entraîne automatiquement aussi leurs responsabilités personnelles et étatiques. Deuxième type de réponse, il y a des intérêts aussi d'ordre économique. Pourquoi? Parce qu'il y a des ONG de très nombreuses ONG d'ailleurs, qui vivent grâce aux rapports négatifs qu'ils publient. Et ces rapports-là sont financés. Ils obtiennent des fonds pour publier ces rapports. Donc actuellement, on constate que des rapports qui reconnaissent l'existence des génocides commis contre les Tutsis n'obtiennent plus de financement. Mais s'il y a des rapports qui vont dans le sens négatif, soulever des aspects qui ne sont pas tellement dans le sens dont j'évoque, ils n'obtiendront pas ces financements-là. Donc on trouvait que ces ONG comme Human Rights Watch, comme Amnesty International,
même s'ils connaissent la véritable vérité des faits, ils essaient de fabriquer un phénomène de double génocide pour pouvoir avoir du travail. Là, j'essaie un peu de résumer, pour avoir du travail sur le terrain. Et dernier élément sur lequel je vais conclure mon intervention, il faut aussi penser que le régime qui a commis ce crime-là était composé de personnalités qui avaient des amis. Donc il y a les liens amicaux entre les génocidaires qui étaient au pouvoir pendant un certain nombre d'années et qu'ils ont construit ces liens à travers le monde. Et c'est une des raisons d'Alberto l'évoquait. Pourquoi le TPIR avait beaucoup de peine à arrêter certains individus, même jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'ils ont des liens et des soutiens importants dans un certain nombre d'États. Merci. Je voudrais quand même distinguer entre les résolutions de l'Assemblée générale et celles du Conseil de sécurité. Si vous voyez bien la résolution de 2003, celle qui parlait de génocide de 1994 au Rwanda, il a été appliqué. Ça veut dire, en fait, la terminologie la plus fréquente, c'est génocide de 1994, génocide au Rwanda ou génocide de 1994 au Rwanda. Pourquoi? Parce que l'Assemblée générale, d'abord, est composée de 193 États, lesquels s'engagent à commémorer, à observer ou à respecter la journée de réflexion internationale sur le génocide contre les Tutsis. Et je crois que c'est vraiment la différence entre les 15, le Conseil de sécurité, c'est 15 États, tandis que l'Assemblée générale est composée de 193 États. Donc, ce que veut dire, je crois que même la nouvelle résolution, donc la nouvelle appellation, génocide contre les Tutsis, si je suis convaincu que grâce justement au fait que chaque année on réfléchit, on a invité les États, les États membres, les ONG, l'UNESCO par exemple, doit commémorer non plus le génocide de 1994 au Rwanda, mais le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Donc je crois que c'est vraiment important. Et deuxième chose, et c'est là où nous, la société civile, surtout dans les pays comme la France et d'autres pays, on est obligé, on est appelé à agir. Un exemple tout simple, depuis que la résolution est sortie, on a contacté les médiateurs des médias, en France évidemment, mais aussi ailleurs. C'est-à-dire qu'on s'est servi de cette nouvelle résolution qui nomme de façon précise ce qui s'est passé au Rwanda pour inviter, je peux vous lire les réponses parce que j'en ai reçu, et je ne vais pas cesser de le faire, on ne va pas cesser de le faire. Il faut agir. Si on laisse tomber, si on n'agit pas, si on ne contacte pas, la communauté rwandaise de France, en France actuellement, est spécialiste des médias. C'est-à-dire tout négationnisme dans les médias, on va peut-être parler de quelques cas, on est là-dessus. C'est-à-dire qu'on a composé un texte qu'on balance et surtout on écrit. Et certains répondent. Et quand ça recommence, on y va encore. C'est-à-dire notre rôle, parce que le négationnisme, évidemment, ce n'est pas au Rwanda qu'on va le trouver, c'est dans ces pays-là. Donc nous, les sociétés, nous, les diasporas, c'est notre rôle d'y aller et d'y aller encore, sans cesse. Je crois que c'est ça, et je suis optimiste. Merci. Alors, je vous propose tout doucement de passer à la question liée à l'importance de bien nommer, qui est la question du négationnisme. Je poserai une question spécifique à nos trois panélistes et puis on pourra passer la parole à la salle. Avant, je me souviens, je voudrais vous poser une question, vous demander une clarification, docteur Bizimana. Quand André Twahirwa parle de ce que la communauté rwandaise en France fait, comme on dit familièrement, elle est au taquet. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la Belgique. Les réactions ne sont pas aussi systématiques et organisées parce que vous n'êtes pas en Belgique, docteur Twahirwa.
Alors, une question qui m'a... Le mois passé, au mois d'avril, j'étais en Belgique et en discutant avec des jeunes de 18-25 ans, des jeunes Rwandais, dont les parents sont majoritairement des rescapés, ils ont posé une question qui m'a beaucoup bouleversée. Donc je voudrais vous l'apporter et je vais la présenter au docteur Bizimana et je vais lui demander s'il peut, en tout cas, m'aider à répondre à ces jeunes-là. Et donc ma question est la suivante, telle qu'on me l'a posée. La constitution rwandaise interdit de parler des ethnies. Alors, les jeunes demandent pourquoi, si la constitution rwandaise interdit de parler des ethnies, pourquoi alors dit-on génocide contre les Tutsis? Alors, pour essayer d'expliquer à mes jeunes amis, j'avais parlé de la loi contre le divisionnisme, expliquer ce que c'est. Je pense que c'est dans le préambule de la Constitution. Je ne vais pas m'aventurer. Donc, docteur Bizimana, je voudrais vous demander une réaction et je voudrais aussi ajouter un des éléments que les jeunes apportaient, c'était de dire que pendant un certain temps, le gouvernement rwandais, et donc les politiques rwandais eux-mêmes, parlaient parfois de génocide rwandais. Et moi, je leur avais dit que cette appellation ici en interne du pays, si je puis dire, était parce que de toute façon, les faits du génocide sont tels qu'un négationnisme tel qu'on peut le voir à l'extérieur est impensable et que finalement, ce sont les négationnistes qui ont contraint le législateur rwandais à affiner une terminologie qui, dans le cadre rwandais, faisait sens. Mais voilà, je préfère vous demander, voilà, qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Pourquoi parle-t-on du génocide des Tutsis alors que la Constitution? Et donner un petit mot sur la loi contre le divisionnisme. Après cela, je voudrais proposer une lecture d'un passage du livre d'Albert Toche pour embrayer sur la question du négationnisme et nous terminerons par là. Je vous en prie. Je réponds à votre question sous une autre manière. Je vais me situer au tribunal d'Arusha lorsque ce tribunal aborde le tout premier procès, celui de Jean-Paul Akayesu. Dans ce procès, il y a eu tout un argumentaire sur deux éléments importants. Le premier était de dire qu'il n'y avait pas eu génocide au Rwanda, mais qu'il y avait une guerre civile entre le Front patriotique rwandais et les ex-forces armées rwandaises. Deux, que les Tutsis ne constituaient pas un groupe ethnique. Rappelez-vous que je vous ai dit que pour qu'il y ait génocide, il faut l'intention de détruire un groupe ethnique. Donc les avocats, il en a parlé, les avocats d'Akayesu disaient non, les Tutsis ne constituaient pas une ethnie. Donc on ne peut pas parler de génocide parce qu'il n'y a pas eu de destruction d'un groupe ethnique. Donc il y a eu tout un raisonnement du tribunal. Le raisonnement constitue en plusieurs aspects, mais j'en évoque deux importants. Le premier, c'est de dire, oui, en 1994 au Rwanda, il y avait une guerre civile, c'est vrai, un conflit armé entre le FPR et les forces armées rwandaises. Ce conflit armé existait. Mais, parallèlement à ce conflit, il y a eu un plan, l'intention d'exterminer les Tutsis en tant que groupe humain, en tant que groupe ethnique. Donc, deux faits, le conflit armé et le génocide, et qu'il faut les séparer et qu'ils n'entrent pas dans la même nature, dans la même spécificité. Le tribunal a tranché là-dessus. Deuxième élément, le tribunal a tranché maintenant sur la question de savoir si les Tutsis constituaient un groupe ethnique. Les avocats de la défense, l'un des arguments qu'ils avançaient était de dire que ce qui caractérise une ethnie, c'est d'avoir sa langue, d'avoir ses propres coutumes, d'avoir son espace territorial et que d'avoir ses rites appropriés, mais qu'au Rwanda, les Hutus, les Tutsis et les Twa partagent la même langue, le même territoire, les mêmes rites, la même religion, et que donc il n'y a pas d'ethnie.
Alors, le raisonnement du tribunal est intéressant parce que le tribunal constate qu'effectivement, sur le plan sociologique, ce qui caractérise une ethnie, c'est ce que je viens de dire. Mais au Rwanda, l'administration, depuis l'administration coloniale jusqu'à l'administration politique, avait catégorisé les groupes sociaux rwandais en ethnies. Et l'administration avait élaboré une politique basée sur cet aspect ethnique. Et les cartes d'identité mentionnaient l'ethnie en tant que telle. Et que donc, dans la pratique ordinaire, quotidienne, il était reconnu publiquement que les composantes rwandaises étaient des ethnies et ils obtenaient des droits sur base de cette qualification. Et qu'à partir de là, la notion ethnique doit être retenue en ce qui concerne les Hutus, les Tutsis et les Twa. Donc là, la question est tranchée. Je crois qu'il faut aussi y répondre comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, dans le jugement, le tribunal a noté que les Tutsis constituaient un groupe ethnique et qu'il y a eu un plan d'exterminer, non, l'intention d'exterminer les Tutsis en tant que groupe ethnique reconnu comme tel par le pouvoir et le régime de l'époque. Alors, en dernier lieu, qu'est-ce qu'il faut répondre aux jeunes? D'abord, il faut apprendre aux jeunes l'histoire, leur montrer comment la colonisation, le régime de la Première République sous Kayibanda, le régime de la Deuxième République du MRND sous Habyarimana a gouverné le pays en divisant les catégories rwandaises et en les identifiant comme des ethnies, en les opposant les uns les autres et en faisant des victimes et les autres des bourreaux. Je crois qu'il faut vraiment expliquer les faits. Et quand on explique les faits, nous constatons que les jeunes comprennent bien, très clairement. Et puis, on parle de génocide commis contre les Tutsis. Pourquoi? Parce que le groupe rwandais identifié comme Tutsi a été tué, exterminé, parce qu'il était identifié comme Tutsi. À l'époque là, à l'époque de l'organisation du génocide. Donc nous nous situons à cette époque. Maintenant, aujourd'hui, le Rwanda veut se reconstruire. Le Rwanda veut construire une nation solide. On ne peut pas ramener ces divisions d'antan. On ne peut pas les ramener. Et c'est la raison pour laquelle la Constitution insiste sur l'unité des Rwandais. Mais en même temps, la Constitution insiste sur l'importance de connaître l'histoire, l'importance d'enseigner aussi l'idéologie du génocide. Et l'idéologie du génocide consiste à séparer les gens sur ces bases que j'ai déjà évoquées. Donc il faut expliquer aux jeunes en se situant dans le passé pour faire comprendre que l'histoire du génocide commis contre les Tutsis se situe avant juillet 1994 et qu'après juillet 1994, il y a une autre étape que nous sommes en train de construire pour l'avenir du pays. Et là, je crois que c'est un raisonnement très compréhensible pour tout le monde, et notamment pour les jeunes. Et simplement, je crois qu'il faut oser. Il faut oser leur dire ça. Il faut oser leur dire ça avec un langage simple et clair, avec des exemples précis. Merci. Alors, il y a une main bienveillante qui me rappelle que le temps passe et pourtant nous avions beaucoup d'autres choses à vous dire. Alors, je vais quand même vous dire que j'avais envie de vous lire un passage du livre d'Albert Toche où il montre comment le Vatican a couvert les génocidaires qu'il traquait. Voilà. Mais la parole à la salle peut-être, et si ceux qui ont le temps après, je voulais apporter des exemples concrets du lien entre l'importance de nommer clairement et le fait que si ce n'est pas clair, l'impact que ça peut avoir en termes de négationnisme. Mais peut-être pouvons-nous passer aux questions. Ok. Je peux vous demander à ceux qui poseront la question de dire à qui vous souhaitez poser la question. André Touahidwa, le docteur Bizimana ou Albert Toche. Merci. Good evening. My name is Mugisha Ebenezer. I'm a student in the electrical engineering at University of Rwanda. I'd like to address my question to Monsieur Albert. I'm not sure English is
Okay, that would be great. The International Criminal Tribunal for Rwanda, with which you have an experience working with, was authorized by the United Nations Security Council, an international organization. And in its mission to judge people responsible for Rwandan genocide and the efforts to track the people responsible for genocide, don't you believe, or don't you think, or what is your view? Hasn't it been irresponsibility not to clarify that the genocide actually happened in Rwanda? Because if the tribunal was assigned the mission to track genocidaires or hold them accountable, don't you believe that tribunal could have played a key role in making sure the international organization acknowledges the genocide that took place in Rwanda? Oui, je crois avoir entendu votre question, mais vous ne parliez pas assez fort pour que j'entende exactement la substance même de la question. Mais si j'ai bien compris, donc concernant le tribunal qui a été institué par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 8 novembre 1995. Donc votre question, j'aimerais bien, je n'ai pas entendu vraiment la fin de votre question. Mais parlez un peu plus fort. Là. Speak a little bit louder. Because the tribunal was assigned by an internationally recognized Security Council of the United Nations, don't you believe it has been irresponsible for the tribunal not to make sure genocide that took place in Rwanda was first acknowledged internationally as a genocide against the Tutsi? Now, I want to see or to hear your view. Don't you believe ICTR could have done something so that genocide could be internationally acknowledged as a genocide that took place in the first place? Oui, vous permettez que je vous réponde en français. Je crois qu'il y a des gens qui traduisent. Il faut d'abord savoir une chose, c'est que le tribunal, comme vous dites, donc aussi bien dans son organisation que dans sa fonctionnalité, est régi par des textes, donc par un code de procédure. Hein. Ce code de procédure donc, a été établi par des juristes du Conseil de sécurité. Et je suis d'accord avec vous qu'il y a certaines lacunes. Hein. Par exemple, la lacune principale, à mon sens, c'est la compétence temporelle, par exemple, parce que cette compétence s'étend donc du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. C'est une grave lacune. Pourquoi? Parce que le docteur Bizimana l'a bien souligné, et ainsi que André Taïra aussi, c'est que le génocide a commencé bien avant, donc déjà en 90. Bon, il faut aussi rappeler qu'il y a eu les massacres du Bugesera, les Bagogwe, etc. Le fameux discours de Léon Bugesera qui disait qu'il fallait envoyer tous les Tutsis par la Nyabarongo, ça c'était en 92, en novembre. Donc tous ces faits ne rentrent pas donc dans la compétence temporelle du tribunal. Et ça, c'est malheureusement, vous avez tout à fait raison, c'est une lacune, mais il faut voir ça en amont parce que nous travaillons à partir de textes donc, qui étaient des textes de code de procédure qui étaient bien établis et qu'on devait respecter strictement. Une autre question? Thank you very much. My name is Omar Ndize. I really thank the panelists who had, whom their views, their ideas was very informative. Specifically, I want to thank Senergy for the work you are doing these days to make sure that the facts of genocide are recognized both internationally but also locally, teaching students in the schools. It's a good thing.
I think our panelists today was, you took the angle of law or legislative angle of genocide. But I think also if you go to the implementation of genocide, how genocide was committed in different parts of Rwanda, you can confirm what Bizimana had said, the definition of genocide. If you see in the western part of Rwanda, like Cyangugu, where they first killed men to make sure that there is no regeneration of Tutsis, that's a genocide. If that's genocide itself, which means the intention you mentioned of extermination. So allow me to ask two questions, which are both, one is on memory transmission. The second question is on ISTL. The first question is addressed to Twahirwa. What do you think we need? How do you think we need to protect these? What are the strategies to protect the resolution you mentioned? Because the resolutions have been amended. But I think the next generations, if we don't empower them, they can also amend the resolution that you have. So what do you think could be the strategy, both for young Rwandans and the young, children abroad, both Rwandans and non-Rwandans? What do you think could be our strategy to empower them so that they can be our allies in protecting these instruments? Second question is for Bizimana. Theodore Meroni is doing, immense work with ISTL these days. What is his power, and what are the power of the government of Rwanda to counter him? Thank you. Merci pour la question, parce que je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée il n'y a pas longtemps, au mois de mars, je crois. On lançait les invitations à venir commémorer le génocide contre les Tutsis, à Paris, en France donc. Et j'ai été personnellement, parce que je suis sensible effectivement aux mots. L'ambassade du Rwanda a adressé son invitation à commémorer le génocide perpétré contre les Tutsis. Ibuka, qui est donc l'association Ibuka France, donc, a adressé son message, commémorer le génocide des Tutsis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on ne peut pas, si nous-mêmes, on n'est pas à même de nous entendre sur une chose sûre et certaine, c'est que c'est à nous, d'abord, d'utiliser. Encore une fois, quand on nie le génocide, on utilise des terminologies qui ne sont pas adéquates, exactes. Quand on combat le négationnisme, il faut utiliser maintenant les bonnes terminologies. C'était une occasion. Je dis ça parce qu'on est entre nous et puis on est arrivé à un consensus quelque part, mais ce que je veux dire, c'est à nous de le faire. C'était à nous déjà, c'était chaud. La résolution venait d'être votée le 26 janvier 2018. Si effectivement tout le monde, y compris d'ailleurs, je dis ça entre parenthèses, mais surtout à l'étranger, surtout dans la diaspora, utilisait la nouvelle dénomination. Parce que quand on dit génocide des Tutsis, encore une fois, elle est ambiguë, encore une fois. Celle-là est ambiguë. Il est ambigu parce que ça peut être le génocide commis par les Tutsis contre les Hutus, ou le génocide commis par les Hutus contre les Tutsis. Donc si on n'est pas... C'est à nous d'abord. C'est à nous. C'est à nous de le faire. Là où nous sommes. Ici, vous utilisez toujours les bonnes terminologies, effectivement, parce que pour vous, le négationnisme n'est pas affiché, même si il doit y en avoir qui pensent autre chose. Mais c'est vraiment à nous, la diaspora, d'utiliser la même
terminologie. Génocide contre les Tutsis. Je dirais même plus, si vous croirez que je suis en train de ligoter, enfin, je ne sais pas quoi, c'est que même la terminologie officielle, génocide perpétré contre les Tutsis, vous comprenez que le mot perpétré n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire. Parce qu'effectivement, en anglais, on dit against the Tutsis. En français, on pourrait dire contre les Tutsis. Dans la mesure du possible, harmoniser en tout cas et utiliser la nouvelle terminologie. C'est pourquoi ce que je voulais vous dire, tout simplement. Merci pour votre question. La question qui m'a été posée concerne Théodore Meron. Peut-être qu'il faut expliquer un peu au public. Théodore Meron, c'est un juge qui préside actuellement le mécanisme résiduel qui a la responsabilité de gérer les deux ex-tribunaux, le tribunal pour le Rwanda et le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, notamment la question des personnes condamnées. Et ces dernières années, le juge Théodore Meron, avec son équipe, parce qu'il ne le fait pas seul, libère, avant la fin de leur peine, un certain nombre de personnes condamnées pour génocide et condamnées à de très lourdes peines, notamment les peines à l'âge de 30 à 35 ans. Et bon, d'abord, quelle est sa motivation? On peut s'interroger sur les motivations pour lesquelles un juge libère les personnes reconnues coupables de crimes, du crime le plus grave que l'humanité ait connu. Alors, ceux qui font l'analyse constatent que même à travers un certain nombre de ses écrits, le juge Théodore Meron, c'est un ancien professeur d'université, professeur américain. Dans un certain nombre de ses ouvrages de droit international, pénal, on constate que lui, il ne reconnaît réellement que le seul génocide au monde. Le génocide commis contre les Juifs. Ce qu'on appelle en français l'unicité de la Shoah. Donc pour lui, reconnaître d'autres génocides reviendrait à minimiser quelque part ce qu'on appelle l'unicité de la Shoah, c'est-à-dire le caractère unique de l'extermination des Juifs. Donc il est un peu dans cette conception-là. Et ce qui fait que lorsqu'il est arrivé au tribunal international pour le Rwanda, la première mesure qu'il a faite, c'est de casser le jugement en appel des personnes qui avaient été condamnées à de lourdes peines. C'est la raison pour laquelle il a réduit la peine du colonel Nsengiyumva, la peine du colonel Bagosora. C'est pour pouvoir évidemment les libérer finalement. Mais vous comprenez que je voudrais le souligner, la motivation du juge, c'est que pour lui, même le génocide commis contre les Tutsis, s'il a été reconnu par le tribunal avant son arrivée, je pense qu'il n'aurait pas dû accepter. Donc il n'accepte pas les jugements déjà rendus par ses partenaires, par ses pairs. C'est le premier élément. Deuxième élément, la stratégie qu'il a utilisée pour pouvoir libérer ces personnes-là, ces personnes condamnées, c'est qu'il a d'abord modifié certaines règles de procédure qui exigeaient que, avant de libérer une personne condamnée, avant la fin de sa peine, il devait demander l'avis du gouvernement rwandais et l'avis du procureur du tribunal. Et il a modifié cette règle-là, ce qui donc l'autorise à libérer ces personnes sans que le Rwanda ne le sache. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons appris certaines libérations qu'il a faites, notamment lorsqu'il a libéré Ferdinand Nahimana en 2016, la CNRJ a vraiment réagi assez fortement en publiant un certain nombre de communiqués étayés avec des faits sur les violations de ces règles que je vous explique ici. Et je crois que nous avons évidemment travaillé avec le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères et d'autres institutions du Rwanda. Et je pense que cette documentation que nous avons fournie a interpellé les Nations Unies, y compris le tribunal lui-même. Et très récemment, le juge a adressé une demande au gouvernement rwandais disant qu'il compte libérer trois condamnés. Qu'il compte libérer Hassan Ngeze, il compte libérer le colonel Simba Loïs et Dominique Nhaokuriao, qui était un ancien sous-préfet de la sous-préfecture de Gisagara. Et vous voyez, il a fait la demande, il a demandé au Rwanda de donner son point de vue, de donner son opinion, parce qu'il avait constaté qu'auparavant, on avait tout de même dénoncé ces abus. Vous voyez, donc quand on agit, ça finit par produire des résultats. Et actuellement, le gouvernement rwandais a donné ses motivations
pour s'opposer à ces libérations et aussi pour demander à ce que les règles de droit que le juge avait modifiées soient remis à leur état initial, voire même qu'ils soient rediscutés et réadaptés afin que de tels abus de libération avant la fin de la peine ne puissent plus se produire. Merci. On va peut-être prendre encore 2-3 questions. Alors, pour la question qui vient d'être posée, je vous encourage aussi à aller sur Internet, consulter les articles du docteur Touahir Goua, de la réflexion théorique aussi bien que les actions concrètes. Est-ce qu'il y a encore 2-3 questions? Une dernière, on me dit. Oui. Merci. Je m'appelle Moutawazi, Jean Dodier. C'est moi. Je m'appelle Moutawazi Jean Dodier, je suis l'étudiant de l'Université du Rwanda, du Kondo Campus. J'aurais une question que je voudrais adresser à M. Bizimana, mais permettez-moi de poser ma question à Kinyarwanda pour que je puisse bien l'exprimer. Nifuzaga kubaza tujya twumva mu Rwanda ntabwo bishoboka kubona kenshi abantu bahakana jenoside cyangwa se bagaragayeho ingengabitekerezo ya jenoside bagezwa imbere y'ubutabera, ariko twumva mu mahanga abantu bagaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se bahakana jenoside ntabwo bagezwa imbere y'ubutabera. Bishoboka ko nabo bashobora kugezwa imbere y'ubutabera kuko mbona nayo yaba ari intambwe yo kurwanya abantu bahakana jenoside ndetse bagaragaraho n'ingengabitekerezo ya jenoside. Voilà, merci. Merci. Donc la question qu'il a posée, pour ceux qui ne comprennent pas notre belle langue, il demande pourquoi dans des États étrangers, ailleurs qu'au Rwanda, les négationnistes ne sont pas jugés, ne sont pas traduits devant des tribunaux. Reka ubwo nawe nyigusubize mu Kinyarwanda menya ari byo biri bworohe kugira ngo igisubizo cyumvikane neza. Dutandukanye ibintu bibiri. Kugira ngo abantu bashobore kugezwa imbere y'ubutabera mu gihugu icyo ari cyo cyose, bisaba ko haba hariho itegeko rigaragaza ko igikorwa abo bantu bakoze kigize icyaha aho abo bantu bari. Icyo rero nicyo gikunze kuba ikibazo, kuko mu bihugu byinshi by'amahanga ntabwo ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi rirashyirwa mu mategeko abihanira nk'icyaha. Nicyo kibazo gihari. Ubu rero imbaraga inzego z'igihugu cyacu zifatanyije ziriho zikoresha ni ukugira ngo ibyo bihugu byose bishyireho amategeko ahana ipfobya n'ihakana rya jenoside yose yemewe n'umuryango w'abibumbye. Twebwe ntituvuga ngo hahanirwe ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi gusa, ahubwo twemera ko jenoside yose yemewe ku rwego mpuzamahanga, uyipfobya uyihakana agomba gukurikiranwa aho ari. Intambwe yanatewe nuko mu mwaka wa 2014 hari icyemezo cyafashwe na Conseil de Sécurité y'umuryango w'abibumbye, ni icyemezo gifite nimero 2150 gisaba ibihugu byose gushyiraho amategeko ahana ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi. Icyo cyemezo kikajyana kure kuko kinasaba no gukurikirana abagize ishyirahamwe ryita ishyirahamwe ry'abicanyi rya FDLR, kibivuga gutyo. Bivuze ko rero ubu ngubu ikiriho gikorwa ni ukugira ngo muri ibyo bihugu hagende hashyirwaho amategeko, noneho amategeko namara kujyaho n'abantu bashobora gukurikirana. Hari n'ibihugu byamaze kubikora. Reka mpere kugiheruka vuba n'Ubufaransa. Ubu ngubu mu Bufaransa urukiko rw'ikirenga rwemeje ko ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi rigomba gukurikiranwa. Ubu uwabikora mu Bufaransa yakurikiranwa mu nkiko. Ni nayo mpamvu yigeze kubabwira ibyanyuze ku kinyamakuru kuri chaîne Canal Plus, basabye icyo kinyamakuru ko kibivanaho niba kitabikoze ko umuntu agomba gushyikirizwa inkiko. Mu Busuwisi itegeko bararifite. Mu Busuwisi itegeko ryabo ni ryiza kuko ryo rinateganya ko
amashyirahamwe yihaye intego yo gushakisha cyangwa se kurwanya abapfobya n'abahakana jenoside, leta iyaha inkunga kugira ngo ashobore gukora. Mu Butaliyani naho itegeko nk'iryo rirahari. Murumva ko hari intambwe tugenda dutera. Ubu mu Bubiligi, Dominique yigeze kukibaza ariko ikibazo twari tutarakigeraho, mu Bubiligi naho hari umushinga w'itegeko watangijwe n'abadepite, bamwe mu badepite, usaba yuko naho hajyaho itegeko rihana ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi. Hari abarirwanya birumvikana kubera impamvu nyinshi. Turizera ko rero nko mu Bubiligi itegeko naryo nimara kujyaho bizakemura ikibazo gihari cy'abanegationiste benshi cyane bahari. Ndibwira ko nkishubije mu buryo bwumvikana. Murakoze. Nanjye mushaka ndabivuga mu Kinyarwanda, nanjye nuko yantanze kubivuga kuko icyo ni ikintu twishimira cyane kuko twaratinze tukabona iryo tegeko. Ubundi hari jenoside imwe ihanirwa kuba negationisme yayo ni y'Abayahudi. Iryo tegeko ryo guhana kandi ntabwo ari ryerekeye jenoside y'Abayahudi, ni ryo muri 1990 ça va comme ça. Alors, on a bataillé pendant 3 ans. C'est pourquoi je tenais à le dire, vraiment, parce que ça a été une de nos victoires. J'étais là quand la chose a été portée au Conseil constitutionnel. Nos avocats, dont un Rwandais, Maître Gisagara, avec un ami juif, un avocat juif, on a eu vraiment la chance d'avoir cette loi applicable au négationnisme contre le génocide des Tutsis. Donc, c'est pour vous dire que maintenant, on n'en abuse pas évidemment, mais on l'agite comme une arme de dissuasion, comme une bombe, vous savez, l'arme atomique là. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ose contester un peu, on l'a fait il n'y a pas longtemps avec une journaliste plutôt, qui avait osé dire ceci, des salauds contre les salauds. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est des salauds, ça veut dire ceux qui avaient arrêté le génocide et ceux qui avaient commis le génocide sont des salauds contre les salauds. Il a suffi qu'on la menace très intelligemment, qu'on pouvait porter plainte avec la nouvelle loi pour qu'elle retire ce qu'elle avait dit, pour l'essentiel en tout cas. Donc c'est une victoire que je tenais à saluer, pas à annoncer moi-même, mais comme Dr Bizimana l'a dit avant, je tenais à insister. Je vous remercie. C'est joli. À la personne qui a posé la question, je voulais signaler que la réponse de Dr Bizimana, il explique ça assez bien en détail dans son livre. Alors, le temps nous est imparti. Je voudrais quand même vite rebondir, André Tuelgos, sur ce que vous dites. La Natacha Ah, il y a une question. Oui. Merci beaucoup. Je m'appelle Inès Mambala. Je suis une étudiante de l'école du Rwanda. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour une soirée très enrichissante et très rafraîchissante. Ça nous change un peu du quotidien, ça nous rappelle l'essentiel. J'aimerais revenir sur ce que Dr Bizimana a dit et sur l'unicité du génocide contre les Juifs, que nous et que vous, en particulier, tous les jours, vous battez pour avoir l'unicité contre le génocide des Tutsis, contre les Tutsis. Fast forward, on apprend du passé pour que on puisse construire le présent et le futur. Et c'est très important que vous battiez pour qu'il n'y ait pas de négociationnisme, pour qu'il n'y ait pas des absurdes contre les absurdes, qu'il n'y ait pas dans ces pays-là, c'est normal. Mais je reviens à la génération jeune, à la génération qui habite au présent et au futur. Comment on fait pour que l'unicité de ces génocides contre le Tutsi qu'on veut définir tous les jours nous imprègne à construire un Rwanda dont Ubudasa est dans les meilleures choses que nous voulons? Nous avons eu Ubudasa dans le génocide. Comment on fait au quotidien, surtout cette génération d'étudiants, que Ubudasa qu'on a déjà commencé, soit sur un Rwanda nouveau, un Rwanda différent, une Afrique nouvelle, différente, sans nécessairement être arrogant dans toute l'humilité du monde. Et plus particulièrement, comment la jeune génération soit obsédée de cette envie, comme l'ont été les Juifs, de cette envie de se reconstruire, de cette envie d'être différent, mais même aller plus loin qu'avant qu'on s'attaque à ce génocide contre les Tutsis, qu'ils réfléchissent 2 fois. Parce que c'est un pays debout, parce que ce sont des jeunes debout, et qu'avant de s'attaquer à eux, tu hésites. Mais pas par des textes, mais par un pays qui se tient debout.
Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ça? Désolée d'aller dans le présent et de la future, mais on veut un Rwanda qui va très vite. Merci. Merci Inès, je crois que mes amis vont me compléter. La question que vous posez est vraiment pertinente, parce que finalement, les Juifs ont construit d'abord un État solide sur plusieurs aspects, que ce soit sur le plan économique, militaire, politique, parce qu'ils se sont appuyés sur leur identité. Je crois que c'est très important de s'appuyer sur l'identité rwandaise, de la nation rwandaise. Parce que l'une des causes, je crois que la principale cause du génocide, c'est la destruction de la nation rwandaise. Donc, il nous faut, avec nos jeunes, revenir sur la nation rwandaise, sur nos valeurs, leur inculquer des valeurs de la culture rwandaise et faire comprendre que le Rwanda, finalement, ne se sauvera, ne survivra très longtemps et beaucoup d'années grâce à cette solidité qu'avaient d'ailleurs nos ancêtres. Qu'avaient d'ailleurs nos ancêtres avant que ces liens solides ne soient détruits. Et je crois que c'est à partir de là, revenir sur la culture, sur les valeurs culturelles, les valeurs coutumières, et puis deuxièmement, montrer que entre 90 et 94, finalement, le monde nous a abandonnés. Quand j'ai démontré que le risque de génocide était connu, et il appelait risque de génocide, mais il y avait réellement des actes de génocide qui étaient très clairs. Et le monde nous a abandonnés. Et c'est lorsque le Front patriotique rwandais a pris les choses en main, donc c'est une catégorie, une partie de Rwandais qui croient à la démocratie, qui croient à l'identité rwandaise, qui prennent les choses en main et qui viennent finalement libérer le pays. Et lorsque je dis tout ça, je crois qu'il faut expliquer aux jeunes les faits, leur montrer que tout ce parcours, ce sont des Rwandais eux-mêmes qui ont pris le destin en main. Le destin en main. Et que donc, maintenant, on a arrêté le génocide, les Rwandais doivent continuer sur cette lancée, et de génération en génération. Et que si les générations actuelles ne le comprenaient pas, il y a un risque de revenir en arrière. C'est un travail quotidien, et je dois, de temps en temps, lorsque je rencontre des enseignants, nous organisons actuellement à la CNRG des rencontres avec des enseignants du secondaire. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des enseignants du secondaire qui ont peur ou qui hésitent d'enseigner l'histoire, pour différentes raisons. Et les jeunes ont soif d'apprendre l'histoire. Et donc, s'il y a des enseignants qui ont peur d'enseigner l'histoire, c'est qu'il faut d'abord discuter avec eux, comprendre les motifs et finalement aller dans le même sens. Et je pense que organiser des rencontres, des séminaires, des colloques réguliers, c'est quelque chose d'important qu'il faut faire, mais une seule institution ne peut pas le faire. Donc il faut que ce soit tout un travail de coordination et d'engagement de tout le monde. Et dernier élément, je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur les organisations de jeunes. Actuellement, les jeunes s'organisent assez facilement. Et lorsqu'on les laisse seuls, ils sont finalement pris par des réseaux sociaux, par des informations qui sont fournies par Internet. Et ces informations-là risquent de les perturber et s'ils n'ont pas le contenu nécessaire, des éléments de base, aussi pour pouvoir contrecarrer des négationnistes qui envoient des informations venant de plusieurs coins. Donc ce travail-là, je pense qu'il faudrait le faire en harmonie avec toutes les institutions, mais vraiment en mettant l'accent sur ces trois éléments que j'ai évoqués. Nos valeurs, les fondements culturels, et puis deuxièmement, montrer comment, sur le plan historique, le monde nous a abandonnés et que ce sont des Rwandais eux-mêmes qui ont pris leur destin en main et que c'est à partir de là qu'il faut continuer sur cette même fondation, si vous voulez. Juste pour vous dire, réponse, être unique, c'est être soi-même. Hein. Si on est soi-même, on est unique. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un sujet qui, nous qui sommes à l'étranger, enfin, qui vivons à l'étranger, mais qui portons le pays, enfin, qui sont portés par le pays, en tout cas, nous savons que nous devons nous différencier. Et nous différencier, c'est quoi? C'est être nous-mêmes. C'est tout. Et s'il y a eu un miracle rwandais, c'est dû à ce que vous connaissez tous, les solutions endogènes. Tout le miracle rwandais est basé là-dessus. C'est ce qu'on a pu renouer avec nos racines pour mieux avancer, pour mieux.
Parce que si on avait suivi les valeurs chantées par l'Occident, on n'en serait pas là. On serait encore à copier. Donc, être unique, c'est être soi-même. C'est tout, je crois. Ça me semble un beau mot de la fin, sauf si Yolande, tu veux ajouter quelque chose. Yolande Mukagassana. Ce n'est pas une question que je pose. C'est juste vous faire part de quelque chose que j'ai vécu pendant la semaine de commémoration. Il y a un jeune homme qui avait une quarantaine d'années, qui a posé une question. Oui, c'est un jeune homme, il n'a pas mon âge. Par rapport à moi, c'est un jeune âge. Bon. Et il a dit, je ne comprends pas. D'ailleurs, il y avait vous aimez. Sinumva icyo abantu bashobora kuba barega Habyarimana cyerekeranye na jenoside, kuko jenoside yatangiye Habyarimana apfuye. Mbese asa nk'umugize nawe victime de jenoside. Ngasanga rero ikibazo nk'uwo muntu afite cyerekeranye na planification de jenoside. Ngatekereza ko icyo kintu dukwiye kugitindaho kuko buri wese abyibaza. Chacun se demande à propos de la planification du génocide, et je trouve que nous n'y traînons pas beaucoup. Parce que parfois, quand on parle de la création de la carte d'identité ethnique par les Belges, on dit, mais madame, il n'y avait pas d'intention derrière de faire le génocide contre les Tutsis. Et quand on parle de diviser pour régner, il faut quand même voir que ça a des conséquences, dont les conséquences politiques qui ont créé la division au Rwanda. Et puis quand on parle de la planification du génocide, où est-ce que nous commençons? Et là, je m'adresse à vous deux d'ailleurs, à Dr Bizimana et Dr Twahirwa. Où est-ce qu'on peut se dire que par la planification du génocide? Et je pense que c'est ça qu'il faut apprendre justement aux jeunes surtout. Parce que les jeunes ne comprennent pas, comme ils tombent dans le piège que je n'aime pas du tout à entendre, même s'il y en a qui aiment, moi je n'aime pas du tout. Et quand on dit que l'accident d'avion de Habyarimana était un élément déclencheur du génocide, mes chers amis, on massacrait depuis longtemps les Tutsis. Donc je préfère que on nous l'explique. Merci Yolande de partager avec nous cela, mais je commence à recevoir des menaces. Donc, je suis désolée, il faut que vraiment nous terminions. Je vous remercie tous, mais voilà, le temps est venu de terminer aujourd'hui, ce qui ne nous empêche pas de nous retrouver à d'autres occasions pour poursuivre le débat dont cette question remarque témoignage important. Merci à tout le monde pour votre attention et pour votre participation. murakoze mwese ikiganiro cyacu kigeze ku musozo turagira ngo dushimire cyane cyane nyakwaha First Lady kwa mwigwe mwe mukabona umwanya mukaza kuganira natwe kandi amagambo meza mwatubwiye rwose yatwubatse cyane cyane gushishikariza urubyiruko rwacu kugira ngo basome bandike ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Murakoze cyane. Turashimira kandi nanone abaduhaye ibiganiro
Dr Bizimana, Dr Twahirwa, André Tosh, Albert Tosh, pardon, décidément, Albert Tosh. Merci beaucoup, merci pour vos éclaircissements, merci pour vos idées. Ça nous construit, surtout les jeunes ici, qui sont dans la salle, qui ont la soif d'approfondir l'histoire du Rwanda. Merci beaucoup. Turashimira kandi Rwanda Events. Rwanda Events badufashije gukora interpretariat. Guhindura indimi, Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Rwanda Events. Mwakoze cyane. So bwa mbere dukorana kandi tuzagumya dukorana namwe. Mwakoze cyane. Turashimira rero mwebwe mwese mwabonye umwanya mukaza ahangaha cyane cyane urubyiruko.